et merci de votre fidélité aujourd'hui dans Agir pour l'environnement. Et faut-il le rappeler, c'est la seule émission de l'océan Indien entièrement consacrée à la préservation et à la protection de l'environnement de Mayotte. Nous allons nous poser la question de l'entretien de nos cours d'eau. Comment on s'y prend pour les entretenir et les protéger? Vaste question à laquelle nous allons essayer de répondre. Agir pour l'environnement au quotidien? Eh bien oui, moi j'y crois. Pour répondre à cette question ce matin, j'ai la chance d'avoir sur le plateau Samuel Vansebroek, qui est responsable du service de l'eau à la DEAL, et Mohamed Issouf, qui est directeur de l'Office de l'eau. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Anne. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau avec nous ce matin. Première question, que fait-on aujourd'hui sur la question de l'entretien des cours d'eau et des rivières sur le département? Déjà, je dis bonjour à tous les téléspectateurs de COSI. Et c'est une émission qui est utile et nécessaire. Et moi aussi, je crois qu'agir pour l'environnement est nécessaire pour le territoire. Alors, pour la question de rivières à Mayotte et des cours d'eau est une question qui est déjà partagée par plusieurs acteurs institutionnels. Alors, c'est qui? Le département, d'abord je vais commencer par le conseil départemental qui est propriétaire du domaine public fluvial à Mayotte. Donc toutes les rivières appartiennent au département. Toutes les rivières. Donc, et les tout ce qui ne va pas, c'est de leur faute. Non, Alors, je plaisante. Comme je disais, c'est... Ils sont propriétaires. Ils sont propriétaires, donc qui dit propriétaire, ça veut dire qu'il y a quand même il y a une obligation quelque part d'entretenir son bien. Donc il incombe au département de mettre en place les politiques nécessaires pour entretenir les cours d'eau, les rivières, les ravines. Mais comme je disais, c'est une compétence partagée parce que la compétence GEMAPI appartient aux intercommunalités. Alors GEMAPI, c'est la gestion des environnements et des milieux aquatiques pour la protection des inondations. C'est joli GEMAPI, mais enfin il y a quand même un sens concret derrière. Totalement. Et donc voilà, puis on sait que nos intercos sont en train de monter en puissance. Notamment la 3CO. Voilà, ils sont très récents. Il y a la 3CO. Le CAGNM commence aussi à mettre en place sa politique GEMAPI. CADEMA est quand même pas mal avancé aussi. Bien sûr. Et puis il y a le service déconcentré de l'État avec la DEAL, donc qui fait un peu le chef de tout ça. Voilà, qui oriente, qui coordonne, qui gère toutes les stations de mesure sur les cours d'eau. Donc voilà, c'est un travail collectif qui doit être mené, mais je dirais, de par la propriété du domaine qui appartient au département, il doit prendre toute sa place et être chef de file aussi dans ces domaines-là. Et puis le dernier né, l'Office de l'eau, qui doit aussi venir travailler sur le grand cycle de l'eau, donc forcément doit s'intéresser aussi à ces sujets-là. Alors je vais peut-être laisser Samuel développer un peu, mais c'est un sujet, il faut savoir que les cours d'eau, il y a une importance à la fois de sécurité sur les vulnérabilités liées aux inondations, mais aussi des questions d'accès pour l'intro du robinet, voilà, puisqu'il y a quand même les eaux de surface, c'est quand même ce qui nous fournit majoritairement en eau aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, Samuel, c'est bien ça? Oui, en effet, les eaux de surface, ça correspond à 60% de l'origine de l'eau pour notre eau potable. Et parmi ces 60%, il y a environ 20% qui vient des retenues collinaires et 40% qui vient des cours d'eau. Mais les retenues collinaires sont elles aussi alimentées par les cours d'eau. Donc les cours d'eau, c'est vraiment une partie essentielle de notre ressource en eau. Et dans quel état, justement, et on va voir des images au fur et à mesure que l'on se parle, Samuel et Mohamed, dans quel état aujourd'hui sont nos cours d'eau? Ça dépend. De manière objective et réaliste. Globalement, il y a un suivi qui est fait régulièrement aussi dans le cadre de la directive européenne sur la qualité des masses d'eau. On ne peut pas dire qu'elles sont en très bon état. On est quand même... voilà, on tend à essayer de réduire ces impacts. Et après, il y a d'une manière... c'est assez normal que finalement, sur un territoire où il y a pas mal de cours d'eau qui sont assez anthropisés et tout... Ça veut dire quoi, anthropiser? Anthropisé, excusez-moi. Non, mais je vous en prie, on apprend comme ça avec vous. Donc c'est habité par les humains.
Donc voilà. La proximité se fait Voilà, pas c'est toujours ça. très Donc bien. C'est ça que vous voulez forcément, dire? voilà, c'est ça. Qu'on a un peu tendance à tout salir? Oui, et puis même rien qu'en imperméabilisant les sols, en construisant nos maisons, nos rues, forcément, et cela a un impact sur les cours d'eau. Et qu'est-ce qui cause le plus de dégâts? C'est la saleté qui est due aux embâcles et je dirais au recyclage naturel de la végétation dans les forêts, ou est-ce que c'est nous qui sommes plus cause de problèmes dans les cours d'eau mahorais? Évidemment, c'est quand c'est des pollutions extérieures qui viennent au milieu. C'est ce que dans des déchets qui se retrouvent, des déchets végétaux qui se retrouvent dans le cours d'eau, c'est des choses qui arrivent depuis La nuit des temps, bien sûr. Mais voilà, quand on retrouve des emballages plastiques, des choses comme ça, voire de l'électroménager, forcément, c'est des choses qui sont plus récentes et qui n'étaient pas présentes avant. Voilà. Mohamed, quel est l'impact sur la biodiversité de toutes ces pollutions, de la biodiversité des cours d'eau? Et est-ce qu'on peut encore parler de biodiversité? Parce que je me rappelle d'émissions APE ou dans d'autres saisons où des gens de Ouangani, par exemple, parlaient de leur enfance et parlaient des écrevisses dans les rivières de Ouangani, par exemple. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui une biodiversité dans les cours d'eau de Mayotte? Oui, bien sûr. Il y a heureusement qu'on a encore une biodiversité. Alors c'est vrai que maintenant on connaît moins, mais on a des poissons d'eau douce à Mayotte. Ah oui? Oui, on a des poissons d'eau douce à Mayotte, donc qui vivent dans les cours d'eau, qui sont présents. De moins en moins, parce qu'on observe toute personne qui a vécu un peu dans les cours d'eau il y a 10 ou 20 ans se rend compte qu'on trouve moins de crevisses, comme vous dites. On en trouve moins de poissons d'eau douce, mais il y en a encore. Et comme Samuel le disait tout à l'heure, les pollutions, alors on a des pollutions de déchets ménagers qui sont jetés. On peut retrouver des couches de bébés. On y retrouve aussi dans nos eaux usées. C'est une des grosses problématiques, c'est le manque d'assainissement. Là où il y a l'assainissement collectif, il y a très peu de gens qui sont connectés. Et là où il n'y a pas d'assainissement collectif, c'est des fosses septiques qui ne sont pas toujours conformes. Pas toujours conformes et tous ces déchets arrivent dans les cours d'eau et finissent après dans le lagon. Donc on voit que la plupart des zones, notamment des plages, des eaux, là où il y a les villes, on peut prendre l'exemple de Sada, l'ARS met souvent des alertes sur la qualité des eaux de baignade. Ouais. À Musical Plage aussi d'ailleurs. Et donc tout ça, ça vient de l'activité humaine et ça passe par les cours d'eau puis ça finit à la mer et on voit bien que c'est un sujet, la question de pollution, c'est un sujet du milieu aquatique, c'est un sujet important et ça passera que par la population qui doit changer ses habitudes et dire voilà, j'ai pas envie de polluer mes milieux, il faut que ça soit en bonne santé écologique. Et là, on a beaucoup une rôle à jouer en termes de communication, de sensibilisation auprès de la population. Samuel, après Diki Lady, qui a vraiment touché davantage le sud de l'île, on a vu une grosse mobilisation qui s'est mise en place pour justement nettoyer les cours d'eau. Et on a vu sur Chirongui notamment les rivières qui traversent la commune, des rivières qui se sont transformées en torrents débordants, enfin, ça faisait peur même. Oui, c'est sûr qu'on a l'habitude de voir les cours d'eau à un certain niveau. Oui. On ne se rend pas compte qu'ils peuvent se retrouver avec un débit si important. Mais c'est vrai qu'à Mayotte, les bassins versants, donc c'est toute l'air sur laquelle la pluie tombe et qui peut se retrouver dans le cours d'eau. Les bassins versants sont de taille assez petite. Les plus grands font 20 km², mais donc voilà. Et donc ça fait que quand une pluie importante arrive, toute l'eau se retrouve concentrée en un même endroit. Donc parfois c'est même des ravines qui sont la plupart du temps à sec. Et on se retrouve avec une quantité d'eau très importante avec une puissance assez forte qui peut charrier énormément de déchets. Et s'il y a des embâcles ou des bouchons, des choses comme ça peut faire monter très rapidement le niveau de l'eau et atteindre les habitations. Et rendre aussi le ravinement dangereux, puisque les troncs d'arbres, évidemment, avec la force de l'eau, peuvent casser et blesser. Tout à fait, oui.
Ça peut être véritablement, on parle parfois de lave torrentielle même, Oui. quand on parle de cours d'eau mêlés avec pas mal de boue d'embâcles, de cailloux. Donc c'est une force très importante, il faut vraiment s'en méfier et se tenir éloigné des cours d'eau lors d'événements exceptionnels. Et en amont, en prévention, éviter que des déchets, des embâcles, des choses puissent venir s'accumuler dans les cours d'eau et Pour permettre justement voilà, faciliter l'écoulement. Oui. Alors je vous propose, puisque justement dans le cadre de la reconstruction après le passage du cyclone, les équipes du génie de l'armée qui sont venues prêter main forte aux collectivités ont entamé un vaste programme de désembâclage et de nettoyage de nos cours d'eau. Je vous propose qu'on regarde cette interview de l'un des responsables qui intervient à Longoni, que l'on a suivi et qui nous explique ce qu'il est en train de faire. Écoutez-le. Je suis le lieutenant Bruno, là, je suis chef de section au 19e régiment du génie et je suis donc ici en mission avec le bataillon reconstruction. Alors la mission bataillon reconstruction, elle a pour but de reconstruire, d'aider à la reconstruire l'île de Mayotte, que ce soit à travers des chantiers d'embâcle, de reconstruction, de déblayage, également sur des mairies comme sur d'autres sites de l'île. Donc ici on est au niveau du port de Longoni, à côté du port de Longoni, sur un embâcle. L'objectif, c'est de dégager cet embâcle pour pouvoir se prémunir de toute inondation sur les sites à côté. Donc, il y a notamment des sites industriels, un site donc, de dépôt de réservoirs de carburant et également la route qui se trouve juste derrière moi, qui est un axe majeur pour la circulation au nord de l'île. Alors, au niveau de l'organisation, une reconnaissance est faite sur site au préalable. On arrive sur site. Je travaille conjointement ici avec en interarmée avec la Marine nationale, donc armée de terre, Marine nationale. La Marine nationale qui s'occupe principalement de tout ce qui est déblayage. Et moi, juste avant, je procède à tout ce qui est tronçonnage, de tout ce qui permet tout ce qui bloque le cours d'eau. Alors, pour ce chantier spécifiquement, il n'y a pas de moyens supplémentaires qui ont été nécessaires. Donc ici, sur le chantier actuellement, on est en interarmée Marine nationale, armée de terre, avec une trentaine de personnels qui sont là en permanence. Et là, on est sur un chantier d'une durée d'environ une semaine et demie pour dégager cet embâcle. Il n'y a eu aucune surprise puisque justement des reconnaissances sont faites avant. Donc on sait déjà ce qu'on va voir, ce qu'on va rencontrer. Alors, messieurs, pourquoi l'armée? Pourquoi le recours à l'armée pour faire ce travail et pas prendre dans les collectivités, par exemple, les agents qui pourraient œuvrer? Oui, alors je dirais que heureusement que l'armée est venue nous appuyer parce que ça ne suffirait pas si on prend que les agents des intercommunalités et du conseil départemental, ça ne suffirait pas. Il y a aussi des associations qui interviennent aussi sur les cours d'eau. Il faut savoir qu'en temps normal, on avait fait une étude, un schéma d'entretien de restauration des cours d'eau de Mayotte. Au conseil départemental. Et sur un temps normal, sans crise, là on a eu Chido, on a eu Dikeledi, donc ça veut dire que les cours d'eau sont dans un état beaucoup plus inquiétant qu'en temps normal. Mais en temps normal, il faudrait 80 personnes mobilisées sur le territoire. Toute l'année? Toute l'année, Ah oui. tous les jours, pour qu'on puisse... 80 personnes? Oui, qu'on puisse bien entretenir ces cours d'eau. Donc on comprend bien qu'après un cyclone, ces besoins sont encore beaucoup plus importants. Et là, heureusement que l'armée là, on a vu, comme disait le militaire, ils sont 30. Et ça leur prend un lieu. Pour un embâcle, et ça leur prend une semaine et demie. Oui. Donc ça montre le travail qu'il y a à faire sur l'ensemble des cours d'eau de Mayotte. Et on le voit sur les autres images, ils y vont à la tronçonneuse, il y a des gros morceaux lourds, et on voit le volume de déchets pour enlever cet embâcle. C'est conséquent. C'est quoi un embâcle? Un embâcle, c'est quand un objet qui se met en travers du cours d'eau. Voilà, et qui gêne l'écoulement normal du cours d'eau. Donc ça peut être à la fois des végétaux, comme on peut le voir là, la plupart du temps, suite à Chido, c'est quand même ça qu'on a retrouvé. Oui. Des gros troncs d'arbres, des choses comme ça, mais ça peut être aussi ça peut être aussi des bambous, et puis même après des déchets. Voilà. On en a vu à beaucoup d'endroits. Donc là, il y a tout un travail de concertation qui a été mis en place pour essayer de s'organiser à la fois pour aller repérer ces embâcles, donc en
en concertation entre les services de l'État, le conseil départemental, les collectivités et aussi les associations. Tout un travail qui a été mené dès début janvier. Et donc voilà, ça a permis de référencer ces embâcles et après d'orienter les différents intervenants, donc à la fois collectivité, conseil départemental, mais aussi la sécurité civile qui est venue. Et puis maintenant, la sécurité civile a laissé place au bataillon de reconstruction. Et en temps normal, c'est à qui de faire ce travail? Vous disiez il faudrait 80 personnes qui travaillent tous les jours pour assurer un entretien régulier. Ça devrait être 90 personnes qui viennent de où? Enfin, de quelle administration plus précisément? Oui, en temps normal, ça devrait être le département et les intercos sur les zones urbaines. Donc l'idée, c'est que ce soit les deux institutions qui travaillent. Mais ces services-là, Mohamed, entre nous, c'est déjà efficace? C'est déjà opérationnel? Alors il y a une brigade rivière au conseil départemental, Oui. mais qui est malheureusement dotée que d'environ 14 agents. Ah oui. Donc c'est largement insuffisant. Donc ces agents sont concentrés toute l'année sur Ouroveni. Ouais. Donc ils font Ouroveni haut, Ouroveni bas. Donc l'idée, en fait, c'est comme c'était le cours d'eau prioritaire par rapport à l'usine. Il faut expliquer, l'Ouroveni alimente l'usine de potabilisation du Sud. Exactement. Donc il faut qu'elle s'écoule correctement toute l'année. Tout à fait. Il y a une époque où ils étaient plus nombreux et du coup ils étaient un peu répartis sur toute l'île. Après, il y a eu des phénomènes de réduction de personnel et puis des phénomènes aussi de violence qui fait qu'on ne peut plus envoyer une petite équipe à un endroit. Donc, il faut qu'ils soient nombreux pour des questions de sécurité. Donc là, les 14 agents sont concentrés sur Ouroveni pour permettre un bon écoulement de l'eau pour que ça arrive à l'usine de potabilisation. Sachant aussi que sur Ouroveni, si on vient vers Mirereni ou même avant, comme Samuel le disait, on est sur des zones très anthropisées. Il y a des bangas à côté au cours des cours d'eau, il y a beaucoup de déchets, donc il faut aussi nettoyer tous ces déchets-là, parce que c'est l'eau finalement qui arrive à l'usine. Donc ils sont concentrés sur cette partie-là. Maintenant, les intercommunalités prennent de plus en plus de ces missions-là à cœur aussi, donc ils interviennent. Et surtout, on ne peut pas faire sans les associations. Il y a Naïma, par exemple, qui mobilise des fois plus de 70 agents dans ces cours d'eau. Donc voilà, il faut aussi soutenir ces associations, puisque les collectivités ne réussiront pas à eux seuls à gérer le problème. Toute seule. Quand vous disiez, il y a les bidonvilles autour des rivières et ils aiment se construire ou s'édifier autour des rivières parce qu'il y a l'accès à l'eau. Ça pose quoi comme problème pour la qualité de l'eau, Samuel? C'est cet habitat finalement non voulu quelque part autour des cours d'eau. C'est quoi le problème? Bon, moi, je ne me permettrai pas de faire de lien aussi direct. Après, voilà, c'est comme il y a des usages qui sont faits. Et après, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas forcément les solutions d'assainissement, oui, bien sûr. de ramassage de déchets, de choses comme ça qui sont présentes. Donc forcément, c'est sûr que tout ce qui est assainissement, ça peut représenter un risque important biologique et sanitaire, avec des maladies qui peuvent être transmises, notamment le choléra, comme on a pu le voir. Donc c'est surtout ça le plus dangereux. C'est dangereux même pour ces populations elles-mêmes, quoi, finalement. Ah bah bien sûr, oui. Quand vous avez de l'eau sale et que vous faites la vaisselle dedans ou que vous vous lavez dedans, d'un point de vue sanitaire, c'est pas top, quoi. C'est pas top. C'est pas top. D'ailleurs, on a eu des problèmes de typhoïde, et à Koungou, il y en a toute l'année. Voilà, une maladie qu'on ne pensait pas exister à Mayotte et qui reviennent. Bien sûr. On a eu le choléra. Donc c'est un sujet, l'accès à l'eau pour l'ensemble de la population est un vrai sujet. Mais quand on se balade, quand on quitte Passaminti par exemple, et qu'on voit sur la droite la rivière et le bidonville, le quartier informel qui est construit autour, quand on va sur la rivière Majimbini, à Verme-Sapéré, on voit bien aussi que ces habitats abîment les berges des rivières. Or, les berges des rivières, elles sont essentielles à la qualité de l'écoulement, mais également au maintien de la biodiversité. Donc, comment on fait pour réparer des berges qui ont été détruites?
Très bonne question, parce que c'est une question qui n'est pas simple. Mais qui est réel, Oui, hein? qui est réelle. Il faut dire que on a identifié plusieurs zones sur les travaux qu'on mène sur le terrain d'identification des atteintes qu'il y a sur les cours d'eau. Donc, Oui. on identifie à la fois des atteintes autour des embâcles, comme on a dit, naturelles, non naturelles, mais aussi l'érosion des berges. Et cette érosion a plusieurs problématiques, puisque c'est de la terre qui arrive dans le lagon. Bien sûr. C'est un risque aussi pour les habitations, parce que vous avez vu, les habitations sont vraiment au bord. Donc Oui, ils peuvent ça fait ça peuvent en s'effondrer. dessous des maisons C'est ça, ils peuvent qui reposent s'effondrer. dans rien, en fait. Donc il y a question de vulnérabilité de la Ouais. population qui y habite. Bien sûr. Et l'autre problématique liée à cette érosion, je parlais de l'envasement du lagon, de la sécurité des populations qui y vivent. Et pour ça, il y a plusieurs manières de faire. Dans nos travaux, nous avons identifié des zones où il faudrait en fait faire de la génie civile pour renforcer les berges, et d'autres zones où c'est plutôt de la génie écologique. Il faut reconquérir les répulsives, reconquérir les berges et reboiser, puisque les racines et puis les arbres permettent de retenir un peu la terre. Donc il y a ce travail-là à faire. Dans certaines zones, il y a une population, des fois une population très importante qui Bien vit, sûr. donc c'est compliqué voilà, de faire ça, mais dans d'autres zones, c'est possible, et donc il faut le faire. Il y a d'autres pollutions qu'on n'a pas parlé, mais c'est la culture maraîchère à proximité aussi des cours d'eau. Pourquoi ça pollue? Ça pollue parce qu'on a affaire à certains moments des cultures qui sont informelles, Oui. qui sont au bord des berges. Et Donc on il sait y a tous l'utilisation de produits phytosanitaires non légaux. non conformes à des quantités C'est joli, non conforme. à des quantités très importantes. Ouais. On a vu Et ça pollue l'eau, donc. Et ça pollue l'eau. Et ça pollue l'eau, donc ça c'est un problème aussi Bien sûr. aussi qui est important. Samuel, pourquoi vous avez commencé à citer le terme, Mohamed, vous avez dit envasement du lagon. Pourquoi la terre qui va dans le lagon, c'est un problème? Parce qu'on pourrait se dire, quand on ne connaît pas bien, on pourrait dire, ouais, bah, il vaut mieux que ce soit de la terre que ce soit un lave-linge. Hein. Bon, je ne suis pas professionnel du lagon, mais en effet, si on recouvre si on envase le lagon, après toute la biodiversité qui se retrouvait là, elle se retrouve recouverte. Par exemple, pensez aux herbiers qui peuvent se retrouver envasés. Et les herbiers qui nourrissent les animaux. Voilà, qui nourrissent notamment les tortues, Oui. des choses comme ça. Mais pas que. Voilà, non, mais l'espèce emblématique C'est vrai. du lagon notamment. Voilà, donc c'est sûr que ça peut perturber tout cet équilibre, et cet envasement est accéléré, voilà, comme le disait aussi Mohamed, avec des cultures qui maintiennent moins bien le sol, du défrichage qui fait partir cette terre. J'ai une autre question à vous poser. On a bien vu avec le reportage tout à l'heure, derrière le militaire, il y avait les gens qui débarrassaient les gros morceaux de troncs d'arbres. Ça fait beaucoup de déchets. Bon, là, on est à Longoni. On peut imaginer qu'on arrive à enlever les déchets facilement. Mais quand on est en plein cœur de la forêt, on fait ce travail de désembâclage, il y a beaucoup de déchets. Comment on fait pour évacuer les déchets ? Parce que si on ne le fait pas, ils vont forcément retourner dans le lagon, enfin dans la rivière à un moment ou à un autre. Donc il y a aussi un enjeu important. Oui, alors quand c'est des déchets végétaux, ce qui est préconisé, c'est de trouver un endroit où les positionner sur place. Pour que la nature fasse son travail de recyclage. Donc on fait comme un espèce de trou, on met dedans et puis voilà. Oui, moi j'ai vu aussi des fois certains collègues qui aménagent un peu avec les bambous pour retenir un peu, puis ils les entassent comme ça le long. Donc voilà, ça permet c'est prioriser de laisser sur place. Voilà, ça nourrit aussi le sol. Et puis après, avec le vent, l'humus part à droite à gauche et participe à enrichir la terre, donc c'est positif. Tout à fait. Après, quand c'est des lave-linges, voilà, c'est ça qui vous voyez, des canettes de boissons, tout ça, vous voyez. C'est plus délicat. Nos équipes, le conseil départemental, essaient de les ramener le plus proche possible de la route pour qu'ils soient ramassés. Mais c'est vrai que sur ces sujets-là, on a un vrai travail à mener avec CIDEVAM, notamment les acteurs de gestion de déchets, pour qu'on soit encore plus efficace sur ces sujets-là. On a quelquefois des difficultés, effectivement, une fois qu'on les a sortis, à les amener sur les sites dédiés. Donc ça, on essaye de le faire en ramenant au plus proche, mais il y a encore des efforts
à faire avec les acteurs de gestion de déchets là-dessus. Donc vous diriez, messieurs d'expérience, que la situation, elle s'améliore sur l'entretien de nos cours d'eau? Oui, je reviens un peu sur le point précédent. Du coup, c'est vrai que ces déchets anthropiques, souvent, heureusement, entre guillemets, on les trouve plutôt en ville, donc dans des endroits où on a un peu plus de facilité Oui. à les évacuer. Et il y a eu un bon exemple à Mtsapéré où des bennes avaient été positionnées sur la place et donc le bataillon de reconstruction a pu amener ces déchets directement dans les bennes qui ont pu être emmenés au bon endroit. Et donc après, sinon, oui, c'est une question dont les personnes se saisissent de plus en plus. Donc voilà, avec les collectivités qui entament cette démarche GEMAPI, ça fait d'autant plus d'acteurs qui vont pouvoir travailler sur ces cours d'eau. On a un réseau d'associations assez important et moteur sur cette thématique. Donc il y a de bons espoirs pour continuer à améliorer l'entretien des cours d'eau. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir expliqué que, ben oui, nos cours d'eau, il faut en prendre soin, il faut les entretenir. Et c'est vrai que quand on part en randonnée ou qu'on se balade ou qu'on va pique-niquer à côté d'une rivière qu'on trouve jolie, c'est de repartir évidemment avec ses déchets et essayer d'être le moins intrusif possible dans la nature. N'est-ce pas, messieurs ? Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Et puis à très bientôt dans Agir pour l'environnement. Nous, on se retrouve très rapidement dans une prochaine émission avec un autre sujet pour découvrir comment on protège l'environnement exceptionnel de notre île. À très bientôt.